Le face-à-face. La France, dans tous ses états, aimerait bien savoir quelle est encore sa place, quelle est encore sa renommée. Est-ce qu'elle a encore une gloire qui fait qu'elle compte dans les relations internationales? Est-ce qu'elle a encore sa place dans le monde? On va en discuter avec, pour moi, une sommité politique, un observateur hors pair qui est Pierre Lelouch. Je me permets de vous flatter, Pierre Lelouch. C'est pas que j'ai envie de vous cirer les pompes, mais voilà, avec le recul que vous avez aujourd'hui, je ne veux pas vous vieillir non plus. Voilà, et compte tenu du nombre de sujets sur lesquels vous vous êtes penché, de dossiers auxquels vous avez été confrontés, d'expériences que vous avez vécues, je pense que votre point de vue aujourd'hui, et votre témoignage éclairant les auditeurs de Sud Radio sur ce que nous sommes en train de vivre et ce qui se passe dans ce pays, y compris quelquefois dans les arcanes un peu souterraines de sa vie politique. Je rappelle, c'est important, moi j'aime les origines, j'aime les racines, vous êtes né à Tunis en 1951. Vous êtes un enfant de la Tunisie, vous êtes venu en France à l'âge de 5 ans. Vous savez ce que signifie un déracinement. Oui, mais bon, les parents étaient français quand même. Bien sûr, mais c'était une période très difficile où il n'y avait pas du tout d'argent pour accueillir tous ces gens qui avaient 2 ou 3 millions. Philippe Séguin et Bertrand Delanoë, comme vous, ont gardé les attaches, et même en tant que citoyen français, ils disaient le fait d'être né en Tunisie, c'est quelque chose de très particulier. Regardez Racine. Vous venez en région parisienne, je peux dire que vous êtes de milieu modeste. Très modeste. Oui. Et vous allez gravir les échelons que la méritocratie républicaine offre à des gens qui veulent s'en sortir et qui aiment leur pays. Voilà, votre patriotisme qui est intégré à votre éducation fait que vous allez gravir ces échelons pour arriver à des postes de responsabilité. Alors j'y viens, ne me coupez pas. Vous avez le professeur d'anglais de la rue Milton. J'adore la rue Milton parce qu'il y a un bistrot formidable qui était là. La rue Milton à l'époque, c'est le 9e arrondissement. C'est là où il y avait aussi le bistrot de mes parents. De vos parents. C'est un quartier populaire à l'époque. Oui, c'est le Paris. À l'époque, oui. À l'époque, c'est le Paris. C'est le Paris profond. C'est le Paris profond. Et là, vous commencez vos études. Alors, je vais sauter des étapes. Vous allez être élu député en 1993 face à Dominique Strauss-Kahn. Oui. Vous battez Strauss-Kahn. C'est vrai que c'était 93, une année où la gauche avait pris un petit coup dans l'aile. Il avait fait 65% à la fois d'avant. 65% à la fois d'avant. Vous faites un seul mandat dans ce département, dans cette circonscription. C'est la 8e du Val d'Oise, je crois. C'est ça. Et vous revenez sur Paris. Dans votre quartier de naissance, voilà. Je me souviens, moi j'habitais rue Laffitte. C'était bien Gabriel Casperet. Voilà. Vous succédez à Gabriel Casperet. Je voyais les affiches. Et vous êtes donc c'est la 4e circonscription. À l'époque c'était la 4e. Puis après c'est devenu la première. Ça a changé. Ouais. Et voilà, vous êtes donc député de Paris. Et puis Nicolas Sarkozy vous appelle en 2009 pour un premier mandat aux affaires européennes, si je me souviens bien. J'ai fait plusieurs jobs pour lui, dont l'Afghanistan. Je parlais vraiment de poste ministériel. Vous êtes secrétaire d'État aux affaires européennes dans Fillon, on dit Fillon 2, et 3e gouvernement Fillon, là vous êtes au commerce extérieur. Et là, c'est là où vous adoptez cette vision globale sur l'État. Je ne vais pas faire l'énumération de votre cursus, de votre parcours dans des instances internationales, des comités de solidarité. Je crois que vous allez vous occuper de solidarité Afghanistan, Pakistan. J'étais le responsable pendant la guerre d'Afghanistan. Il y avait un poste qui était créé, qui était une sorte d'ambassadeur sur la question afghane, l'organisation de nos forces sur le terrain. Président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, on va en parler parce que c'est important, ça vous a donné justement des compétences pour détecter certains phénomènes. Et là, vous êtes président du Haut Comité français. On va juste en dire un mot pour la résilience nationale, l'HCFRN. Qu'est-ce que c'est que le Haut Comité français? C'est malheureusement quelque chose qui n'intéresse personne. D'ailleurs, je viens d'en partir parce que c'est une cause perdue et c'est une cause vitale. C'est la protection des populations, figurez-vous. Résilience nationale, c'est un thème très fort. Oui, c'est quelque chose que, par exemple, les Finlandais... Vous savez que ce qu'on vit en Ukraine aujourd'hui, il y a eu un précédent, ça s'appelait la guerre d'hiver en Finlande, 39-40. Les Finlandais résistaient, comme les Ukrainiens. Contre les Soviétiques. Contre les Soviétiques. Ils ont perdu un bout de territoire à l'arrivée. Ils gagnent au début. Au début, ils foutent une pilée Oui, non, mais ils ont résisté vaillamment. Mais surtout, la population était... et l'est encore plus protégée. Les villes, les logements sont prévus avec des abris, comme en Israël d'ailleurs. Les pays qui vivent sous la menace se protègent. Et nous avons fait, mais alors, les Allemands continuent d'ailleurs, mais nous on a une impasse totale sur le sujet
qui découle de notre histoire, surtout de l'histoire de la dissuasion nucléaire et de ce qu'on a vendu aux Français, à savoir que la dissuasion nucléaire protège de tout et qu'il n'y aura plus jamais de guerre. Donc c'est pas la peine de protéger. Sauf que la guerre d'Ukraine montre exactement le contraire, comme j'ai démontré dans mon dernier bouquin. Malheureusement, la dissuasion nucléaire, elle est contournée. Imaginez une guerre au centre de l'Europe avec 4 puissances nucléaires. Les États-Unis, la Russie, la France et l'Angleterre. Et pourtant, la guerre, elle a fait depuis 4 ans 1,5 million de tués et blessés. Vous vous rendez compte? Donc, la guerre, malheureusement, est chez nous. Et on fait totalement l'impasse sur la protection de la population. Vous voulez dire que l'excès de dissuasion nucléaire, la puissance nucléaire, peut faire en sorte que du coup on ne s'occupe pas du stade d'avant, à savoir de protéger les populations, puisqu'on est blindé, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on a vendu, c'est la dissuasion pure, l'idée que si jamais on ose nous toucher, on leur arrache le bras. Et c'est très, très réconfortable. Si vous voulez, nous avons eu une histoire heurtée. Nous avons été à la fois une énorme puissance exportatrice de puissance sous Napoléon. On a contrôlé tout le continent. Et on s'est arrêté à Moscou avec dans les conditions qu'on sait. Mais après, on a subi l'occupation à 3 reprises. Et depuis, on a inventé la bombe atomique et De Gaulle a installé la France sous la protection du parapluie nucléaire. Sauf que ce parapluie, il peut être contourné. Et c'est ce que montre la guerre d'Ukraine. Vous pouvez avoir une guerre conventionnelle de haute intensité en Europe, malgré la présence d'armes nucléaires et de puissance nucléaire tout autour. Donc il faut qu'on fasse un travail sur nous-mêmes de réflexion sur notre politique de défense, mais aussi de protection de la population. Or ça, personne ne veut en parler, et j'étais tellement en colère, d'ailleurs j'ai été voir Gérard Larcher, notamment pour en parler. Président du Sénat. Parce que ça concerne les maires au premier chef. Qu'est-ce qui se passe? En plus, il y a d'autres risques. Maintenant, il y a des risques climatiques. On est en pleine tempête, par exemple. Il faut que les communes aient un système pour se protéger. Il faut qu'on ait un système où, en cas de grande catastrophe climatique ou militaire, ou de pandémie, les gens aient pris l'habitude de se protéger. On en est très très loin. Et c'est une espèce de point blanc dans qu'on ne veut pas regarder en face. Pierre Lelouch, on rentre même dans les grands musées nationaux, on va se servir, on prend des colliers et on repart. C'est un problème de sécurité. Je sais bien, mais est-ce que c'est pas un peu l'image de la France? On rentre comme on veut, on commet le forfait. C'est très grave ce qui se passe. Bien sûr. C'est très grave. Mais nos frontières sont pas protégées. Enfin voilà, et les gouvernements ne cessent de vous dire nous avons des carences, nous avons des défaillances, nous avons des lacunes, on va les résorber. Elles s'accumulent les unes après les autres. On a l'impression d'un pays qui va à volo. Vous croyez qui se délite morceau par morceau. J'allais vous dire, c'est sociologique, c'est culturel, c'est strictement politique. Quand un pays qui a été aussi puissant que ça, en arrive à avoir des défaillances, j'allais dire, de pays émergents, à la limite. Et vous avez des services administratifs en France, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la police, où on vous dit, il n'y a pas des avocats qui vous disent, nous prêtons des feuilles de papier au greffier. Et là, j'ai un ami artisan dans le Vaucluse qui est allé porter une ramette de papier à la gendarmerie parce qu'ils n'avaient plus de papier pour le photocopieur. Enfin, c'est quand même un extrême. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Pompidou est mort trop tôt, en 73. C'est ça qui est arrivé. Et depuis, on est parti dans la facilité. De Gaulle avait réussi à reconstruire ce pays, alors que nous avions une situation épouvantable de guerre coloniale finissante, d'attentats, de pauvreté, plus ce dont on parlait tout au début, à savoir la décolonisation, l'arrivée de ces Français qui avaient rien. Enfin, c'est une situation très très difficile. Il a réussi à reconstituer le pays de A jusqu'à Z, créant des institutions, en lançant des programmes technologiques phénoménaux en matière nucléaire, aérospatiale, d'informatique. Il y avait un homme avec un commando de types qui ont reconstruit le pays. Et puis malheureusement, son successeur est mort trop tôt, et après on a basculé dans ce que j'appellerais la facilité. La facilité qui consiste à dire, bon, la solution elle est en Europe, on est trop petit maintenant. Et on a petit à petit abdiqué et orienté l'argent qu'on gagnait dans ce pays. À l'époque, on n'était pas déficitaire. 51 années de déficit budgétaire consécutif. Il n'y a pas un ménage ou une entreprise au monde qui peut se permettre ça. Mais tout cet argent, on l'a mis dans le filet social.
C'est-à-dire que toute la partie régalienne du pays, l'armée, la justice... Une toute petite pause, Pierre Lelouch, et on va poursuivre cette conversation. Je vais vous interpeller avec une phrase historique. Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Pierre Lelouch, homme politique engagé, gaulliste historique, voilà, qui aujourd'hui... Désormais observateur de tout ça. Et observateur, bien sûr, voilà. Pierre Lelouch, je vous relance la phrase que le général Bonaparte lance aux Tuileries, aux représentants du Directoire, le jour du coup d'État du 18 Brumaire en 2. Qu'avez-vous fait de cette France que je vous avais laissée si brillante? J'imagine le général de Gaulle sortir, convoquer les 6 présidents de la République, on met Pompidou à part. De Giscard à Macron, en passant par Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande. Qu'avez-vous fait de cette France que je vous avais laissée si brillante? Qu'est-ce qu'il faut lui répondre? D'abord, ils ont fait ensemble le choix de s'en remettre à quelqu'un d'autre pour décider, c'est-à-dire à un machin qui s'appelle l'Europe, qui est devenu... qui en soi n'est pas mauvais au départ, tel qu'on le conçoit en 57. De garder le contrôle. Si c'est une confédération d'États-nations qui partagent ensemble les compétences, c'est une chose. Si c'est la quête permanente par la Commission de pouvoirs fédéraux, en réalité, qui obère les choix nationaux, prenez l'agriculture, c'est une compétence fédérale. Regardez ce que ça donne, par exemple, avec le Mercosur ou la PAC. Le commerce extérieur, regardez ce que ça donne quand Madame van der Leyen va sur le terrain de golf du président Trump en Écosse se soumettre à une véritable extorsion de fonds où les droits de douane américains passent de 3 à 15%. Et encore, c'est une concession qui dit en échange de 0. Donc, quand on accepte ça et qu'aucun chef d'État européen, aucun, dit attendez, c'est quoi, si vous appelez ça un deal, c'est une honte. Donc, pour répondre à votre question, il s'est passé une chose, c'est qu'on a abandonné une grosse part de notre souveraineté à quelque chose qui était censé résoudre les problèmes. On disait à l'époque, c'est pas la peine de dépenser de l'argent dans la défense, on va faire une défense européenne, qui n'existe pas. Mais etc. La politique énergétique, on va abandonner le nucléaire. Pendant 30 ans, on a cassé notre jouet nucléaire, qui était une industrie phénoménale. On n'a plus que rien construit, alors qu'on avait une avance considérable. Équipes. Mais bien entendu. Alors du coup, y compris sur le traitement des déchets d'uranium. Mais on était la première grande puissance nucléaire au monde pendant les années de Gaulle-Pompidou. Les réacteurs ont continué à être construits jusqu'à Mitterrand, puis après on s'est arrêté. Et donc les équipes se sont délitées, et les grands groupes se sont désintéressés de la chose, et aujourd'hui on est en retard sur une industrie clé, et tout ça pourquoi? Pour faire plaisir à la chancelière d'Allemagne. Moi je voulais que je vous raconte une anecdote. Allez-y. Sur ce sujet qui est... Un jour j'accompagne François Fillon, donc j'étais sous-ministre de l'Europe, je crois, on va à une foire... je crois que c'était sous-ministre de l'Europe, secrétaire d'État aux Affaires européennes, comme vous êtes dur. Non, mais je dis pas non, mais en réalité c'est un grade dans les... On est bien d'accord. C'est un poste ministériel avec des grades. Tout à fait. Tout en haut, vous avez le ministre d'État, enfin tout ça. Bon. Vous êtes membre du gouvernement. Bon. Donc j'accompagne le Premier ministre et on a une conversation à 4 avec la chancelière, mon homologue, et on parle de quoi? Elle dit, il y a eu l'accident de Fukushima il y a 10 jours. Hier, j'ai perdu des élections locales. François, lundi, j'arrête le nucléaire. J'annonce que j'arrête le nucléaire. Et, ajoute-t-elle, et bien entendu, je compte sur vous pour fermer Fessenheim. Hallucinant. Et là, Fillon est complètement pris. Il dit rien, il est complètement... Et c'est moi qui dis, mais madame la chancelière, nous sommes encore un État souverain. Oui, mais c'est très près de la frontière. Je dis oui, mais on est un État souverain. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est passé qu'on a été battu, qu'Hollande a pris la décision de fermer Fessenheim, et que Macron a fermé Fessenheim. Et Le Cornu, à l'époque, était le patron des collectivités locales ou autres. C'est lui qui ferme Fessenheim. Vous vous rendez compte? Et qui se réclame de Mesmer. Capitulation en race campagne. Attendez, le gars, il est Premier ministre, après avoir dit « je suis démissionnaire 10 fois », etc. Il est très habile. Hein. Il dit « je me réclame de Mesmer, c'est mon héros. Celui qui a fait le programme nucléaire français, c'était Mesmer. » Et il ferme Fessenheim. Et maintenant, on court comme des lapins derrière le truc en disant « on va refaire des centrales nucléaires ». Et on ne sait plus vraiment les faire
comme dans le temps avec on a inventé un jouet encore plus important qui s'appelle l'EPR, qui est très compliqué. On a multiplié les contrôles, très cher, très compliqué. On avait des centrales américaines au départ qu'on avait francisées, des PWR qui marchaient à eau légère, pressurisées, 1300 mégawatts, ça marchait très bien. On a construit 56. Qu'est-ce qu'on fait ? On a cassé tout ça. On a inventé un autre bidule qu'on a. Regardez Flamanville avec le retard que ça fait. Donc l'Union européenne, Pierre Lelouch, ça consiste à se coucher devant l'Allemagne. Je vous cite un fait. Si, je vous pose une question technique, si le traité de l'Élysée, signé en 1963 entre le général de Gaulle, Charles de Gaulle, et le chancelier Konrad Adenauer, n'avait pas été torpillé par le chancelier, le chancelier suivant qui était Erhard, est-ce que ça aurait changé la donne aujourd'hui du fonctionnement de l'Union européenne ? Est-ce que du coup, avec ce traité de l'Élysée de 63, l'Union européenne aurait pris ses marques vis-à-vis des États-Unis et qu'on aurait pu constituer quelque chose de cohérent, d'efficace, où la France aurait continué à garder son rôle prépondérant? Oui, ça c'était l'objectif du général de Gaulle et de Christian Fouché, qui était le négociateur. C'était le plan Fouché. Il faut un traité pour ça, donc ils sont conscients qu'il y a un risque de dépérissement. Oui, mais et Konrad Adenauer l'accepte. Il a été retoqué immédiatement au Bundestag à cause du poids des États-Unis. L'Allemagne, à l'époque, n'imaginait pas d'avenir hors des États-Unis. L'armée allemande, à l'époque, elle était sous contrôle d'un général américain. Les États-Unis sont intervenus via leur corps diplomatique ou la Maison-Blanche auprès du chancelier allemand Erhard pour torpiller le traité de l'Élysée. Avant même Erhard. Mais je dirais que toute la classe politique allemande à choisir entre le parapluie nucléaire américain et l'ombrelle française, ils ont toujours choisi le parapluie américain. Ce qui est en train de changer aujourd'hui, parce que là, ils ont compris le message quand même. Entre Obama et Trump surtout, ils ont compris que c'était fini. L'alliance atlantique de papa, c'est terminé. Donc là, qu'est-ce qu'ils font les Allemands ? Ils viennent d'investir, tenez-vous bien, 500 milliards d'euros dans la défense nationale allemande. Et quand Merz, le nouveau chancelier, dit on aura la première armée d'Europe, il aura la première armée d'Europe. Et nous, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le budget cette année en plus dans la défense ? On avait envisagé 3,5 milliards quand le cornu était la défense. 3,5 milliards qui devaient être financés, vous savez avec quoi ? Avec les 2 jours fériés qui auraient été supprimés. Et ça produisait les 3,5 milliards qu'on aurait mis dans le budget de défense. On les a même plus. Donc je ne sais même pas ce qu'ils vont mettre de plus dans le budget de défense. Et quand vous regardez la guerre d'Ukraine, où le président Macron fait le kéké du matin au soir en se présentant comme le leader de l'Europe militaire, mais vous savez que dans les livraisons d'armes et d'argent à l'Ukraine, nous venons tout à la fin du tableau au même niveau que le Danemark. On est bien d'accord. Le gros de l'argent, il vient d'Allemagne. Et puis donc, on est en train de vivre un basculement, c'est ce que je dis dans mon bouquin, un basculement terrible des rapports de force à l'intérieur de l'Europe. Et la guerre d'Ukraine est un accélérateur. On n'est pas seulement dépendant des États-Unis sur le plan militaire, comment on s'est soumis, on est aussi un deuxième stade dépendant de l'autorité allemande. Nous, on a réussi à rester à peu près indépendants sur le plan militaire, mais avec une armée réduite, une armée d'intervention extérieure. On n'est pas du tout organisé pour revenir à une défense européenne. On va apporter face à une guerre de très haute intensité. On va aborder un autre volet de notre histoire contemporaine. Je voudrais vous faire écouter une célèbre citation. Certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Cette phrase historique, qui a défrayé, j'allais dire, toutes les polémiques possibles, elle est située dans le temps, au moment de la guerre des 6 jours. Il y a eu 2 avis sur cette phrase. Le général de Gaulle, bien entendu, est solidaire de la cause israélienne, mais il doit ménager les relations entre la France et les pays arabes. On va parler du rôle de la France, pays arabes. D'autres vous disent non, c'est une phrase carrément antisémite. Vous êtes juif, vous êtes gaulliste. Est-ce que cette phrase vous a dérangé ? Est-ce que vous voulez la restituer ? Est-ce que vous pouvez me donner la définition de Pierre Lelouch sur cette phrase historique qui a fait couler autant d'encre ? Moi, j'ai la chance d'avoir une origine mixte, puisque ma mère est au départ catholique. Donc, j'ai été élevé avec toutes ces cultures-là. La culture juive, la culture catho,
Elle était née à Trapani, ici même. Oui, on parlait italien, français, et ils parlaient entre eux arabe. Donc, je crois connaître un tout petit peu le sujet. C'est pour ça que je me permets de vous poser la question de façon si directe, Pierre Lellouche. Bon, ce qui se passe, c'est que De Gaulle, en 67, il veut une politique arabe. Il s'est aperçu, en arrivant, que les socialistes avaient été très loin dans la coopération avec Israël. Rappelez-vous, Suez, Guy Mollet, et puis transfert d'armement très important. Les premiers Mirages, les vautours à l'époque, les Mirages ont été testés en tas de guerre avec les Israéliens. Il y avait bureau d'études et était entre Paris et Tel Aviv. C'est ce qui permet de gagner la guerre de 6 jours. Les Mirages sont déterminants. Et puis la bombe atomique, quand même. Il y a eu un transfert à Dimona de technologie nucléaire. Donc, De Gaulle arrive là, et puis il y a la rupture avec le monde arabe, l'Algérie, l'Égypte. De Gaulle comprend qu'il faut que la France reprenne pied dans le monde arabe, et il se sert de la guerre de 67 qui a été faite sans l'accord de la France, bombardement. Et l'ONU a plus forte raison. Pour dire que non, là, ça c'est trop loin, donc il change de pied. Il commence alors la séquence de la politique arabe. Peuple d'élite sûr de lui du temps des pogroms en Ukraine, on peut en douter. C'est la question que je me pose ici. Dominateur sur qui, depuis la destruction du temple. C'est le fond de ma question. Les Juifs, à quoi fait-il allusion? À Salomon et à David? Je veux bien, ça remonte à un certain temps quand même. Je pense que, de toute façon, ça fait partie de la rhétorique du Ou alors il est admiratif, j'allais dire, de l'énergie du peuple juif, de la culture juive, de cette détermination, malgré les souffrances. Il avait des relations. Il y a eu des livres entiers sur De Gaulle et les Juifs et Lévi Eshkol, etc. Mais le monde. Lévi Eshkol, qui était Premier ministre d'Israël au moment de la guerre des 6 jours. Voilà. Et le monde a profondément changé depuis. Et malheureusement, si vous regardez les choses aujourd'hui, c'est la gauche qui retrouve le virus antisémite. Déguisé derrière l'antisionisme. Aujourd'hui, on peut être ouvertement anti-juif avec la bonne conscience de le faire au nom de la lutte antiraciste et pour la lutte pour la cause palestinienne. C'est ça qui est tragique. On a vu cette semaine à Paris 8 une réunion d'étudiants avec un podium où on exaltait les attentats du 7 octobre, le massacre de populations civiles, la guerre à Gaza, au nom de la lutte pour l'État palestinien. Donc c'était complètement antisémite. Tout à fait. Et le recteur de l'académie n'a rien dit, le directeur de Paris 8 n'a rien dit. Il a été vaguement convoqué par le ministre de l'enseignement supérieur. Enfin, il s'est rien passé. Qui aurait pu croire, il y a 15 ou 20 ans, que ce genre de propos, que des affiches morts aux Juifs et que certains discours de la gauche française puisse atteindre un tel niveau d'aberration. Je vous cite la phrase d'Eli Barnavi, ambassadeur d'Israël en France, intellectuel, historien, un homme profondément respectable. Il est meurtri par la tragédie de Gaza. Le 7 octobre est la pire abomination survenue contre les Juifs depuis la Shoah. Dans le contexte, c'est résumé sur le temps, voilà. Mais la signification est ignoble. Et il dit, nous sommes en train de commettre, dans la réponse nécessaire, la guerre a duré quelques jours, ensuite c'est plus la guerre, c'est une opération de police. Il dit aujourd'hui, c'est une opération politicienne menée par Netanyahou pour se maintenir au pouvoir. On est au crime de guerre, ce qui peut arriver dans une guerre, admettons, mais là nous sommes en train de basculer au crime contre l'humanité caractérisé par Tsahal. Est-ce que c'est une phrase qui vous heurte? Il est allé trop loin, ou il peut y avoir à un moment donné? Il est allé trop loin, surtout dans le piège qu'avait organisé, ourdi Yahya Sinwar. Il faut rappeler que Sinwar a passé 20 ans en prison en Israël, donc il parlait hébreu, connaissait par cœur les Israéliens. Une attaque de cet ordre, téléguidée, le patron du Hamas, politique et militaire, une opération comme celle-là, téléguidée depuis Téhéran, parce qu'en réalité tout ça c'est depuis 30 ans, l'Iran a organisé une stratégie de la pieuvre pour étouffer Israël. On en reparle dans 2 minutes. Nous sommes avec Pierre Lellouche jusqu'à 14h, ce qui vous laisse largement le temps de nous appeler au 0826 300 300, comme Roland, à qui nous donnons la parole dans un petit instant. 0826 300 300, à tout de suite. On a encore une demi-heure. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Et nous sommes avec Pierre Lellouche et nous étions en train de discuter de la tragédie de Gaza. Vous racontiez, Pierre Lellouche, une anecdote avec Sinwar. Sinwar
Sa stratégie, d'abord, il est pas un nationaliste palestinien, c'est un islamiste. Lui, ce qu'il veut, c'est la création, ce qu'il voulait, c'est la création d'un califat islamique sur cette zone, sur la zone du Levant. Et sur la zone qui a été découpée à l'époque, il y a plus de 100 ans, par les Français et les Britanniques. En évacuant Israël complètement, en détruisant, en éradiquant Israël. Bien sûr. Il faut lire sa charte pour comprendre ça. Donc la stratégie de Sinwar, c'était d'amener les Israéliens dans ce piège de la riposte, dans cette conurbation de 2 millions de personnes, sur un tout petit territoire. Moi, j'y suis allé à Gaza, c'est très, très tendu sur le plan... Donc, il a construit avec l'argent du Qatar une ville souterraine, militaire, une base militaire souterraine sur des centaines de kilomètres. Donc c'était imprenable. Amener les Israéliens à bombarder, c'était le piège absolu, sachant que plus il y avait de morts palestiniens, plus Israël perdait. Et surtout s'ils étaient relayés par la BBC, et surtout Al Jazeera, et on voit le jeu trouble et très intéressant du Qatar, qui a à la fois Al Jazeera, une base américaine qui sert de médiateur, et qui a financé tout ça. Donc c'est très, très intéressant. D'où le bombardement du Qatar par l'aviation israélienne il y a quelques jours. Netanyahou, il est tombé dans ce piège massivement. Et en plus, il était responsable de la défaite du premier jour du 7 octobre. C'est lui qui avait dégarni la protection. Bien sûr. C'est lui qui avait mis ce mur électronique à la place de soldats. Il a mis les soldats en Cisjordanie. Enfin, il est comptable de tout ça. Et il sera comptable de tout ça. Sauf qu'il s'est ensuite rattrapé en détruisant le Hezbollah, que le fait que les Russes étaient occupés par l'Ukraine a fait que ça a accéléré la chute de Bachar el-Assad en Syrie. Et la carte a évolué dans le bon sens, y compris avec les bombardements sur les installations iraniennes. Et donc aujourd'hui, Netanyahou est plus fort, optiquement plus fort, mais fondamentalement faible, parce que cette affaire de Gaza a coûté un isolement international pour l'État juif sans précédent et a déclenché un antisémitisme mondialisé qui fait que si vous êtes juif en Australie ou en Patagonie, vous serez responsable au nom avec, encore une fois, la bonne conscience en plus, puisque vous serez responsable d'un crime contre l'humanité. On va aborder cette question. Pour l'instant, nous avons Roland qui nous appelle de Saint-Étienne. Bonjour Roland. Est-ce que vous avez une... Bonjour Perico, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour, est-ce que vous avez Roland. envie de poser une question à Pierre Lelouch ? Alors peut-être pas une question, mais peut-être faire un constat. Et je trouve Monsieur le Ministre Pierre Lelouch excellent. C'est tellement pointu en politique internationale qu'on peut écouter et être d'accord. Mais moi, je veux revenir vraiment sur la question initiale de savoir si la France était en déshérence. Malheureusement, ça ne me fait pas plaisir de le dire, mais oui, quand vous savez, Emmanuel Macron a échoué dans la politique intérieure, donc maintenant il échoue dans la politique extérieure. Quand Emmanuel Macron décide à la surprise générale de créer un État de Palestine, ça retarde la libération des otages. Tout le monde l'a dit, mais il l'a quand même fait. Et c'est quelque chose qui nous a encore plus isolés sur la scène internationale. Cerise sur le gâteau, on a quand même Jean-Noël Barrot quelques jours plus tard, il se félicite en disant « Ah bah oui, c'est grâce à la France, c'est grâce à la volonté du président de la République à New York que la libération des otages a pu avoir lieu. » Donc ça déjà, c'est quelque chose qui est étonnant, mais vous savez, cher Perico, dans la Macronie, plus rien ne m'échappe. Mais quand vous voyez Emmanuel Macron sur l'Ukraine, il n'y arrive pas. Et Volodymyr Zelensky a très bien compris qu'au sein de l'Union européenne, il valait mieux peut-être avoir comme interlocuteur le chancelier allemand que le président de la République. Peut-être que Pierre Lelouch peut peut-être infirmer ou pas ce que je pense. Mais oui. Vraiment, c'est vraiment ce que je pense, Pierre Lelouch. On lui pose la question, et est-ce que la demande de la création d'un État palestinien a semé le trouble dans le processus de paix ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Emmanuel Macron a compris qu'il n'a plus le pouvoir à l'intérieur depuis sa dissolution. Donc il se rabat pour exister, parce que c'est un narcissique total, vous comprenez ? Donc son truc, c'est d'être au centre de la photo. La seule chose qui lui reste, c'est ce fameux domaine réservé, qui en fait n'existe pas dans la Constitution, mais bon. Donc il s'est jeté sur les affaires internationales, il passe son temps à l'étranger d'ailleurs, ou à organiser des sommets. On est dans la diplomatie hôtelière, on multiplie les sommets, encore les sommets, à Paris, on voyage beaucoup.
Et il y a 2 sujets sur la table qui sont majeurs aujourd'hui, principaux, 2 guerres, Gaza et l'Ukraine, et dans les 2 cas, il se propulse à l'avant comme étant l'architecte de la paix. Alors à Gaza, c'est assez drôle, puis c'est vraiment vis-à-vis de Trump qui se moque de lui en permanence, d'ailleurs. Oui, gentiment, mais il se moque de lui. C'est vraiment l'histoire de la mouche et le coche. C'est la fable de La Fontaine. La carriole a du mal à grimper la colline, les gens descendent, ils poussent, etc. Mais il y a une mouche qui se balade et qui c'est moi. Qui pique les fesses du cheval, se disant c'est grâce à moi qu'ils sont arrivés. C'est grâce à moi, voilà. Donc là, c'est le plan de paix à Gaza, mais c'est nous qui l'avons influencé, c'est l'initiative franco-saoudienne, alors que ça n'a absolument rien à voir, c'est même l'approche inverse. La ficelle est un peu grossière, mais enfin bon. Mais bon, peu de gens sont d'un côté, on met en avant l'État palestinien comme la condition de départ, les autres disent non, pas du tout. La condition de départ, c'est de donner un emploi à ces gens, de leur donner un autre avenir, et vous verrez, on va créer une situation politique nouvelle. Et il se trouve que la méthode envisagée à Gaza, qui vise à développer le territoire, on s'est beaucoup moqué de Trump avec son histoire de Riviera. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils essayent de faire ? Ils essayent de mettre de l'argent, d'organiser un gouvernement international, un protectorat international pendant quelques années, et permettre à ce peuple de vivre autrement que confiné dans une situation de réfugié sans espoir dans une prison à ciel ouvert. Et je pense que c'est la bonne façon de faire, mais ça n'a rien à voir avec ce que disait Macron. Idem sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, et là je renvoie à mon livre, notre ami Macron commence par dire il faut respecter les intérêts de la Russie. On se souvient de l'entrevue à la Grande Table, vous vous souvenez ? Jusqu'au mois de mai, après même l'intervention russe, l'invasion russe, continue à dire il faut parler aux Russes. Et d'ailleurs, il a raison. Il faut parler aux Russes. À un moment, il va falloir faire la paix, et après, il va falloir continuer à vivre avec ce pays qui ne va pas déménager. Vous convenez que les commentaires actuels sont très loin de ce qu'on entendait en février 2022. Alors donc, il est passé de ça au avril-mai 2022 à 1 an plus tard la tête du mouvement, le parti de on va gagner cette guerre. Au point de suggérer qu'on aille au sol à un moment donné. Bien sûr, en février de l'année dernière, il dit on va aller au sol, et il recommence cette année en disant bon, finalement c'est pas pendant la guerre, c'est après la guerre. Donc il invente ce truc qui s'appelle la coalition des volontaires où personne veut aller, certainement pas les Allemands. Personne n'a envie de mettre des soldats occidentaux à l'intérieur de l'Ukraine, certainement pas les Américains, et personne en Europe. Personne. Est-ce qu'il s'avance ce jour-là avant d'avoir consulté les autres États européens ? Probablement, il a consulté l'anglais. Oui. Avec les Anglais qui sont également fauchés, comme nous. Voilà. Il reste la bombe atomique, donc on dit on va faire une coopération nucléaire, une dissuasion nucléaire. Mais le fond du sujet, c'est pas ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'Ukraine. Ce qui est intéressant aujourd'hui, ça c'est le résultat de Trump, c'est que Zelensky accepte l'idée d'un partage le long de la ligne de front. Inenvisageable il y a 6 mois. Allez. Hors de question. Nous, on continue à dire jusqu'au bout, la guerre on lâche rien. On lâche rien. Ah oui, sauf que la note du boucher, comme dit un chroniqueur américain, la note du boucher, c'est les Ukrainiens qui la payent. Voilà, c'est Nicolas qui va payer la note du boucher. Les gens qui meurent sont pas les nôtres. Donc là, les Russes sont en train de demander beaucoup trop d'ailleurs, et Trump résiste. Donc il y a une négociation américano-russe à distance, mais d'ores et déjà, c'est ce que j'ai écrit dans mon bouquin, à la fin ça se termine sur la ligne de partage, avec probablement quelque chose qui ressemblera à la Corée, c'est-à-dire une zone démilitarisée, avec des forces d'intervention qui ne seront pas européennes, qui seront peut-être turques, peut-être indonésiennes, indiennes, mais qui seront entre les deux pour garantir la paix. Et puis, on va essayer de reconstruire l'Ukraine, la rapprocher de l'Union européenne sans la faire rentrer dedans, parce qu'ils sont incapables. Ça, autre mensonge, vaste plaisanterie. Faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne aujourd'hui, c'est définitivement finir avec la PAC, avec les fonds structurels et tout le reste. Il faudra du temps. Et ça sera compliqué, parce que l'Ukraine, c'est un pays extrêmement complexe et divisé. L'ouest de l'Ukraine est très très anti-russe. Donc, pour vous donner une idée... Mais l'Est est russophone. On continue avec vous. Restez avec nous, on continue la conversation avec Pierre Lelouch qui décrypte la situation en Ukraine. Nous sommes avec Pierre Lelouch et nous décryptons la situation internationale dans laquelle la France a de plus en plus le mal à jouer un rôle important. Pierre Lelouch, si je déduis ce que vous venez de dire, il aurait mieux fallu négocier
avec Poutine et Zelensky, quand ils avaient les accords d'Ankara en Turquie en 2022, en avril 2022, le résultat de ces négociations aurait été bien plus avantageux pour l'Ukraine que ce qu'ils vont essayer de sauver aujourd'hui. Oui, bien sûr, puisque le rapport de force a évolué dans le mauvais sens. Mais bon, à l'époque, il y a des gens qui ont voulu saboter la négociation, notamment le Boris Johnson, qui est allé à Kiev expliquer à Zelensky qu'il fallait pas céder. Qu'il tienne le coup qu'on arrivait. Et c'est le moment où l'administration Biden change, puisque jusqu'en avril, ils étaient pas du tout sur l'engagement militaire d'aucune sorte, uniquement les sanctions économiques. Mais devant la déroute de l'armée russe devant Kiev et son repli, les Américains ont commencé à dire peut-être que là on peut les saigner à blanc et leur donner une leçon. Et le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, à l'époque, dit on va leur montrer qu'il faut jamais recommencer ça. Donc là commence l'aide militaire, et puis on rentre dans ce processus où au début ça se passe bien, puis ça se passe de moins en moins bien, puis après arrivent les drones et on arrive à cette situation de guerre des tranchées bloquée où les Russes grignotent au prix d'énormes pertes. Mais bon, tout ça est absolument... Et puis le carteron des généraux français à la retraite, qui sur les plateaux télé suggère que l'on envoie nos enfants... pathétique. Et quand j'entends que le chef d'état-major des armées dire qu'on va être en guerre avec les Russes dans 3 ou 4 ans, je me dis, mais là, il y a vraiment un bug dans le système, parce que si c'est le cas, alors il faut tout changer dans le budget qui est en ce moment en train d'être négocié. Si on est en guerre dans 4 ans, il y a intérêt à changer les... Alors là, il n'y a plus de sécu, plus rien, tout l'argent va dans la défense, et on fait à l'allemande 500 milliards pour être prêt dans 3 ans. Pour autant, on aura la puissance nucléaire et la force de frappe. Non, si les Européens, attendez, soyons clairs, si 3 ou 4 pays européens, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Italie, s'organisent pour produire une vraie armée, chacun ensemble, et on sait travailler ensemble. Les Russes, regardez à quelles difficultés ils ont pour gagner quelques kilomètres en Ukraine. Donc les mêmes qui disent les Russes sont en train de perdre en Ukraine, vous disent en même temps qu'on va être en guerre avec eux dans 4 ans. Je comprends pas. Ils perdent sur le conventionnel, mais sur le stratégique, ça serait évidemment... Mais pour revenir à la question fondamentale de votre émission, nous sommes en réalité en train de vivre un moment clé et grave de potentiel effacement de la civilisation européenne et de l'Europe. Pas seulement française. Voilà. Oui, c'est l'Occident qui est en train de dépérir. Les Chinois considèrent que entre 1839 et 1949, ils ont vécu le siècle de l'humiliation. Aujourd'hui, ils veulent se venger. Les Américains resteront très puissants. Notre problème, c'est est-ce qu'on va être effacé de l'histoire dans ce siècle, ou bien est-ce qu'on va être capable de trouver les ressources pour exister encore technologiquement, militairement, démographiquement, et tous les voyants sont mauvais. Emmanuel Todd est sur votre théorie. Mais ce qui m'inquiète, c'est on est entré dans un siècle d'effacement européen, sauf si on arrive à remettre de l'ordre, à commencer par la France. Alors, je vous cite une phrase que vous connaissez très bien. Il faut lutter contre toute immigration nouvelle. À 4 200 000 étrangers en France, ce n'est plus possible. Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. La France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile. Sous-entendu, pas un pays où l'on vient habiter à sa guise. Nous sommes le 3 décembre 1989. Cette phrase n'est pas celle d'un fasciste, d'un raciste ou d'un responsable à l'époque du Front National, mais de Michel Rocard, Premier ministre de la République française. Elle fait suite à une déclaration en 1991 de Valéry Giscard d'Estaing qui parlait d'invasion. Est-ce qu'aujourd'hui la situation de l'immigration en France, et nous parlons vous et moi en républicains respectueux des droits de l'homme et de l'image de la France, est un problème qui peut mettre la cohésion nationale un républicain, la première mission d'un républicain, c'est d'assurer la sécurité du pays, donc le contrôle des frontières. Or, c'est du grand n'importe quoi. Et de recevoir dignement les gens qui viennent. Bien sûr, mais je veux dire, on a quand même il n'y a pas une espèce de droit consacré dans le droit international de s'installer partout où l'on veut. Ça n'existe pas. C'est pas ça la Révolution française. Au contraire, il y avait très peu d'immigrés dans la Révolution française et ils s'en méfiaient. Non. Le droit du sol a été fait uniquement justement pour protéger contre les immigrés qui seraient venus bien sûr. des pays étrangers. Tout ça on a raconté un autre film sur la tradition soi-disant migratoire de la France, mais la vérité c'est qu'on ne contrôle plus rien. L'année dernière, on est passé même jusqu'à 700 000 entrées en France. 700 000 entrées en France. Rendez compte. On a accueilli 150 000 Afghans. Vous savez que, je vous disais, j'étais en charge de ces choses, et donc les Afghans, je connais un peu.
quand vous voyez que c'est un pays détruit depuis 40 ans et que les jeunes Afghans, c'est pas les filles qui viennent, les filles malheureusement en burqa dans les coffres de voiture, celles-là n'arrivent pas jusqu'en France. Ce qui arrive en France sont des jeunes mâles qui descendent de leur montagne, qui sont parfaitement illettrés, ils savent rien, et on les débarque dans les rues de Paris et on leur donne un statut de réfugié politique. Mais bon, c'est de la folie, quoi. Il y a aujourd'hui 20 pays européens qui veulent changer ça, qui ont écrit à la Commission, la France non. Donc on continue à être dans le monde des bisounours. L'immigration est en train de changer ce pays profondément. Un habitant de la France aujourd'hui sur 3 est d'origine étrangère. 1 sur 3. 1 sur 3. 1 sur 3. Est d'origine étrangère. Et l'essentiel de ces origines, c'est l'Afrique du Nord, l'Afrique noire et à majorité musulmane. Donc le pays est en train de changer. Question, est-ce qu'on s'en fout? On n'en est pas en remplacement quand même, la phrase de Camus. On est en train de changer de peuple. D'accord. C'est pas de remplacer, on change de peuple. À mesure que les Blancs meurent, ils sont remplacés, en effet, par des générations beaucoup plus jeunes qui arrivent, qui font des enfants en France, et ça donne un changement de peuple. C'est la créolisation dont se félicite Jean-Luc Mélenchon. Certains s'en félicitent, des éminents personnages comme M. Héran, par exemple, les faux démographes du système, plus M. Mélenchon dit c'est formidable, on a besoin de main-d'œuvre, et en plus ça enrichit la créolisation, les religions, tout ça c'est formidable, ça fait un brassé. On nous explique que ça a toujours été comme ça, c'est pas vrai. Il y avait l'intégration républicaine par l'école, elle ne fonctionne plus. Bien sûr, ça n'a jamais été comme ça. Ça n'a jamais été comme ça, tout simplement parce qu'il n'y avait pas 25% ou 20 ou 25% de musulmans en France, et que c'est la seule religion qui, en fait, soit en essor par rapport aux autres. Donc, le pays est en train de changer. Est-ce que c'est changer dans la bonne direction ou pas? Moi, j'ai vraiment une grande inquiétude sur le fait que ça ne fabrique pas une nation. Ça fabrique des gens qui arrivent avec leur culture, avec leur religion, et dont l'histoire de France commence au jour de leur arrivée. Donc le communautarisme à l'anglo-saxonne. Bien sûr, mais ils ne connaissent pas, et à la limite, ils se foutent bien de l'histoire de France depuis 2000 ans. C'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est d'essayer de vivre mieux dans un pays d'accueil, où il y a de la santé gratuite, où il y a des logements gratuits, toutes choses dont ils peuvent rêver en Algérie, ils les auront jamais. Donc on a des contingents de clandestins qui sont considérables. Monsieur Nounès, hier, j'entendais son interview chez Sonia Mabrouk, il avait du mal à reconnaître qu'il y a quand même entre 700 et 900 000 clandestins en France, la moitié étant à l'AME, c'est-à-dire à une couverture médicale gratuite, ce qui n'est même pas gratuite d'ailleurs pour les citoyens français, puisqu'il y a toujours des restes à charge, des mutuelles, etc. Si vous arrivez de n'importe où dans le monde, vous venez en France, la santé est gratuite. C'est quand même extraordinaire. Bon, ensuite, des aides au logement, etc. Donc, la première des choses à faire, c'est de reprendre le contrôle de l'immigration. Et ça impliquera des choix extrêmement durs, modifier la Constitution, est-ce qu'on fait avec le Conseil de l'Europe ou pas, la CEDH, ça ce sont les sujets que par lâcheté, personne n'a voulu traîner jusqu'à présent. Je pense que les Français constituent un peuple mature qui prendra conscience des réalités. Il y a intérêt à le faire avant que ça se termine mal, et que à force de vivre à côté de communautés, ça se termine par des conflits entre communautés. C'est ça qu'ils cherchent d'ailleurs, un certain nombre de gens. Pierre Lellouche, merci d'être venu. Votre témoignage a été très important. Vous reviendrez parce qu'on aura besoin de vos expériences pour décrypter. Je engage à lire votre dernier livre, Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde, chez Odile Jacob, publié en 2024, où vous décryptez. Et qui sort en poche en début d'année prochaine. Je suis en train de retravailler la postface ces jours-ci. Merci Pierre Lellouche. À très bientôt. Vous. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur nos plateformes, sur sudradio.fr, Spotify, Deezer, YouTube. N'hésitez pas à vous abonner au passage. Et tout de suite, Brigitte Lahaie. À bientôt. Sud Radio. Sud Radio.